Heureux de vous retrouver pour 5 questions A, invité 5 questions à Serge Letchimy, député président de la région Martinique. Monsieur Letchimy, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis plusieurs jours, les stations essence ont baissé le rideau en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, à Mayotte. Au moment où nous réalisons cette interview, la Réunion a cessé le mouvement. En Guadeloupe, on note un assouplissement. Qu'en est-il pour la Martinique et comment les habitants de la Martinique vivent cette situation? D'abord, s'il y a eu fermeture des stations sur les 4 départements, même en région, c'est parce que ce mouvement a pris de l'ampleur. Et la décision prise par le gouvernement aussi a de l'importance. Il y a deux choses qui ne se conjuguent pas, à la fois le terrain et puis la décision gouvernementale. D'abord, la décision gouvernementale. Le gouvernement a parfaitement raison de poursuivre son combat contre la vie chère. Ce n'est pas normal pour beaucoup de produits, y compris les produits élémentaires de base, qu'on soit à 20, 30, 40% plus cher. Et la loi Lurel permet d'aller très loin pour essayer de réguler les prix. Et en matière d'essence, on est sur un prix qui est régulé, un prix, on dit, administré. Et malgré ça, on constate qu'il y a des champs spéculatifs relativement importants, des champs de profit relativement importants, qu'il faut essayer de maîtriser, même si on est dans un système ultralibéral, système de marché. Donc la démarche est bonne. De l'autre côté, nous avons un modèle avec des stations, avec des salariés, près de 4000, donc un système qui actuellement permet à beaucoup de personnes de travailler. Je ne parle pas des gérants eux-mêmes, je parle des salariés, des pompistes. Et ce modèle-là, il faut faire attention que ce ne soit pas déstabilisé. C'est très important, parce qu'on a déjà suffisamment de chômeurs. La Réunion, c'est pas de 30%, la Martinique, c'est 21%, etc., etc. Donc il faut être extrêmement prudent. Étant entendu que ce n'est pas parce qu'il y a 4000 salariés qu'il faut donner main libre à ceux qu'on appelle les grandes compagnies pétrolières qui font des profits relativement importants et qui ne cachent pas leurs profits. Donc c'est un point de prudence pour moi qui est essentiel. Deuxième chose, c'est en tant que Martiniquais. Et dans la Caraïbe, il y a une raffinerie qui s'appelle la Sara, qui est l'un des outils industriels les plus importants de la Caraïbe, de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe, la Guyane, qui rend service. Avoir une raffinerie sur place, ça a de l'importance, parce qu'il faut mettre le produit brut en possibilité de fonctionner. Et cette industrie rassemble plus de 300 personnes. Donc il n'est pas question pour nous, Martinique, Guadeloupe, Guyane, je suppose, de remettre en cause le principe d'une unité industrielle. Ça ne veut pas dire qu'on entérine l'unité industrielle telle qu'elle, puisque je suis contre l'énergie fossile, personnellement. Je suis pour les mutations énergétiques et climatiques. Donc je suis pour une évolution vers ce qu'on appelle les énergies propres. Ce qui veut dire que la Sahara doit assumer sa mutation. Donc il faut protéger et préserver la Sahara. Mais protéger et préserver la Sahara ne veut pas dire laisser la Sahara faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, je veux voir clair, moi. J'ai entendu dire, par la voix du gouvernement, que la Sahara ferait beaucoup de profits, de l'ordre de 34 millions d'euros. Et que ces profits seraient utilisés pour des dividendes, et ces profits seraient même réinvestis ailleurs. Je veux bien protéger la Sahara, mais je veux aussi que la Sahara réinvestisse localement, notamment sur les mutations énergétiques. Et puis, ces deux points-là m'ont conduit à prendre une position médiane, qui consiste à dire, laissons la place au dialogue, le plus longtemps possible, pour qu'il n'y ait pas de mouvement de blocage. Bon, ça a été comme ça a été, ça a conduit à un blocage depuis une semaine, un blocage qui fait souffrir la population martiniquaise. C'est pour laquelle je posais la question, comment ces habitants vivaient justement cette situation? Très très mal. Vous savez, on est extrêmement dépendant, le monde entier, de ce qu'on appelle de l'énergie, donc du carburant. Donc c'est une population qui est en souffrance. Et c'est une économie, nous sommes en pleine saison touristique. Nous, dans saison touristique majeure, Martinique, ni mon compagnie, tout passance d'art, les grands, ils viennent, Mounalaria, touristes, parce qu'effectivement, il fait très froid en Europe. Il y a des conflits un petit peu partout, et en Afrique, au Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique du Nord. On n'en tire pas profit, mais c'est une inégalité. Les gens font d'autres choix. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que j'ai toujours plaidé pour qu'on aille très très vite, pour qu'on règle ce problème-là. Et s'il fallait donner peut-être 3-4 jours de plus, pour que les gérants de station ne disent pas qu'on ne les a pas écoutés, etc., etc., il fallait donner ces 4-5 jours. Bon, il faut respecter la décision du ministre qui a jugé utile de signer la note
de calcul. Maintenant qu'aujourd'hui c'est signé, on est dans une république, on est dans un état de droit. Il faut réouvrir les stations. Et j'ai envoyé un communiqué aux responsables de la Martinique pour leur dire, le mouvement, ouvrez les stations. Tout de suite. Et continuez les discussions sous tel point. Je ne pense pas qu'en passant par un parlementaire, un président de collectivité, qu'on va, oui ou non, avoir un refus de dialogue. Y signer, actuellement, on continue à discuter. Il y a des points d'incertitude. Est-ce que les grandes compagnies vont changer le modèle sur nous? Il faut discuter. Et tout le monde peut être autour de la table pour préserver l'emploi. Au moment où on est de la situation, la situation aujourd'hui, c'est que mon communiqué vient de partir. Je l'ai demandé officiellement par téléphone au responsable du mouvement, M. Victoire, et je dis qu'il faut ouvrir les stations. Et puis, la discussion continue. La Guadeloupe a rouvert 13 stations, la Guyane a rouvert des stations aussi, la Réunion aussi, qui avait une position extrêmement ferme, dure, a rouvert des stations. Il faut que la Martinique ouvre les stations. C'est indispensable pour nous pour continuer à œuvrer sur une politique énergétique qui permette d'avoir des prix de l'essence et du gazoil qui soient corrects et qui ne pénalisent pas le pouvoir d'achat du consommateur. Vous avez rencontré les filières, les acteurs principaux de cette filière. Vous avez compris un peu leur doléance? Écoutez, j'ai rencontré les responsables de stations. Il y a actuellement une situation et personne ne peut être contre la moralisation obligatoire des circuits de production d'essence, de carburant en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Personne ne peut pas être contre ça. Bon. D'ailleurs, eux-mêmes, ils déclarent qu'ils ne sont pas contre. Bon. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Il faut arrêter les systèmes d'opacité. Personne ne peut pas être contre ça. Bon. En premier lieu, les compagnies pétrolières, qui sont en même temps des propriétaires des compagnies qui importent l'essence très loin d'ailleurs en Europe. Et deuxièmement, qui sont pour la plupart propriétaires des stations. La SARA qui a un rôle à la fois de raffinage, mais en même temps un rôle de stockage. Là, il y a un petit désaccord avec le gouvernement d'appréciation, parce que si on enlève à la SARA le stockage que doivent faire les compagnies, ça veut dire que le coût que la SARA ne bénéficierait pas en faisant cette tâche, il faut bien faillir, et que ça a un coût. Donc il faut analyser bien pour voir s'il y aura une répercussion du prix à la pompe à la baisse d'au moins 4 centimes. Bon, ça, c'est pas encore prouvé. Mais en fait, je pense que le ministre prend son risque. Mais Patrick Collet ne cesse de le dire qu'il n'y aura pas de baisse de prix. Celui de la Martinique, de la Réunion, tiennent le même langage. Moi, je suis vigilant là-dessus. Je demandais au gouvernement de nous donner les éléments d'analyse pour vérifier est-ce qu'on va parvenir à ce moins 3-4 centimes d'euros. Pour l'instant, je n'ai pas. Cependant, on peut considérer que c'est une volonté gouvernementale, et est-ce qu'ils vont l'atteindre ou pas, on verra. Mais on ne peut pas non plus dire, laisser les compagnies, les grandes compagnies pétrolières, être à des marges de bénéfices nets de l'ordre de 12%. Dans quel pays vous voyez ça là? Quand on est à vraiment des marges très à l'aise, on est à 6-7%. Là, on est à 12% net. Donc on a un problème, quoi. Donc il faut absolument que chacun fasse un effort. A priori, les compagnies pétrolières seraient d'accord pour réduire leurs marges. Bon, tant mieux. Mais il faut voir les répercussions qu'on a au niveau de la pompe. Parce qu'en fait, on a une double fragilité dans nos pays. On a à la fois la fragilité du chômage pour ceux qui ne travaillent pas, donc qui n'ont pas suffisamment de revenus pour payer quelque chose qui est élémentaire. Vous savez, l'énergie, c'est comme l'eau. L'énergie, c'est comme l'électricité. Je parle d'énergie carburant. C'est-à-dire, c'est une nécessité de base, quoi. Avant, on te marchait à pied ou à cheval et puis on te boit de l'eau. Mais actuellement, le système veut que l'énergie est devenue aussi importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut dépasser ce débat pompe essence, bagaille comme ça, là, ça. Il faut rentrer dans une mutation énergétique. Pour moi, le débat le plus important, c'est comment on va vers la voiture électrique. Voilà un sujet central. Parce que 67% des dépenses énergétiques en Martinique, c'est le véhicule. Transport en commun, voiture, etc. 67%. On pense que c'est l'électricité de la maison, etc. C'est pas ça du tout. Non, c'est la voiture. Donc on est dans un champ avec une filière potentielle. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on touche à la SARA, où on inviterait la SARA à rentrer dans un pôle de compétitivité
de mutations énergétiques, qu'on puisse travailler ensemble pour voir comment on travaille sur les grandes mutations, dont la voiture électrique demain matin, parce qu'on ne va pas rester sur l'énergie fossile, alimentons verticalement la voiture électrique. Donc on est vraiment dans un débat qui est très important. L'avenir des 4000 personnes qui travaillent, c'est un avenir qui ne se situe pas sur la rentabilité, etc., immédiate. Ça se joue aussi sur l'avenir de ces 4000 salariés dans les 10-15 ans qui viennent, les 20 ans qui viennent. Les 10-15-20 ans qui viennent, c'est les mutations énergétiques. Avec quelle énergie on va circuler demain qui permet d'avoir des coûts qui soient acceptables et non pas des coûts exorbitants. Parce qu'autrement, on est dans une spirale où on est totalement dépendant des grands trusts qui vont continuer à fournir une énergie qui ne vient que par un seul canal. Et d'autant plus que nous devons, en attendant les mutations énergétiques fortes, écologiques, nous devons aussi regarder la Caraïbe. Où est-ce qu'on peut s'approvisionner en essence? La Guyane, c'est pour son bassin amazonien, la Martinique dans le bassin caribéen, pour avoir des coûts moins élevés, avec des transformations plus adaptées, pour avoir des prix qui soient plus compétitifs et qui ne soient pas chers dès le départ. Donc c'est un vrai débat, la politique énergétique, c'est un débat sociétal. Est-ce qu'on ne peut pas craindre à court, moyen terme l'installation aussi une multiplication de stations automatiques en Outre-mer? Si on multiplie les stations automatiques, où tuer 4000 salariés? Donc on ne peut pas faire ça. Bon, c'est d'ailleurs une des inquiétudes que je peux comprendre, je comprends des gérants de stations. Leur grande peur, il faut honnêtement le dire. Bon, on peut dire, bon, ne pas faire de mouvement, mais leur grande peur, c'est que les grandes compagnies changent le modèle. Ils disent, bon, puisque Station Zeta ne nous arrive pas, ils nous mettent rien qui est caisse automatique. On y a un monde comme ça qu'à encaisser, et puis pourquoi nous faire ça sur nous-mêmes, pourquoi c'est comme ça fait pratiquement en France à 80%. Bon, s'ils font ça, ils changent de modèle. Si vous faites ça, vous supprimez les emplois. Alors, si on veut garder les emplois, donc garder le modèle, c'est pas la même chose que quand il n'y a pas le modèle, quand il n'y a pas de changement de modèle. S'il y a un changement de modèle, bien entendu, je ne vois pas qu'ils vont répercuter sur le prix de l'essence à la pompe. Ils vont plutôt encaisser les gains. Donc nous avons intérêt à maintenir ce modèle de pompiste le plus longtemps possible et maintenir ce modèle en faisant ce qu'on appelle de la mutation-formation pour que lorsque les systèmes différents vont arriver, eh bien qu'il y ait un glissement progressif et qu'on considère qu'il ne faut pas les supprimer parce qu'on est passé à la voiture électrique progressivement sur les dizaines d'années qui viennent dans le futur. Cette crise pourrait être évitée, M. Letchimy? Non, je pense, et je l'ai toujours dit, hein, les Victorien Lurel et le gouvernement cherchent à gagner la bataille de baisser les prix. Il faut continuer, il faut les aider. La seule chose, c'est qu'on a eu le sentiment que personne ne s'écoutait, quoi. T'as dit, t'as pas parlé bail, t'as dit, t'as pas parlé bail. Bon, je ne vais pas juger de ça. La seule chose, j'ai tout fait pour rapprocher les gens, pour discuter. J'ai vu le ministre moi-même, je vais essayer de ramener à la table des négociations. Mais il y a eu à un moment donné une espèce de position extrême et à la fin, c'était très difficile de rapprocher les gens. Quand vous avez des gens, y compris dans un couple, des gens qui sont dans des positions extrêmes, pour les ramener sur un point donné, c'est quelque chose qui est impossible, sinon compliqué. Donc nous sommes, je pense que bon, il faut arrêter ça très très vite et repartir sous la vigilance pour ne pas avoir des casses sur le plan social trop graves. Plusieurs parlementaires ont soutenu le ministre, ils ont signé dans un communiqué pour un soutien au ministre à son décret, Victorien Lurel. Pourquoi pas vous? Parce que les choses sont très différentes. Les Réunionnais ont leurs problématiques. Il n'y a pas ni Sarah, il n'y a ni système. Bon. Les Guyanais ont leurs problématiques. Leur stratégie, que je comprends parfaitement, c'est l'approvisionnement dans la région amazonienne, avec une adaptation des normes européennes pour se fournir. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes. Il n'y a pas qu'à perdre 350 emplois. Soit Martinique, nous pète 350 emplois, c'est petit brin emploi nous pète. Donc ils ont le problématique que je respecte. Et la Guadeloupe, pareil. La Guadeloupe, c'est aussi ses enjeux politiques, mais aussi stratégiques que je peux comprendre. Et donc, en ce qui concerne la Martinique, d'ailleurs, la plupart des députés sénateurs ont tenu la même position. C'était l'outil Sahara. Et bon, il fallait être extrêmement prudent. Et deuxièmement, c'est la question du changement de modèle. Nous ne maîtrisons pas les grandes compagnies. On n'a pas encore le cadre législatif qui permet d'aller très loin. Sinon, la loi Lurel
sur ce qu'on appelle les monopoles, et lutter contre les monopoles. Donc il faut être très prudent, ne pas subir le chantage des grandes compagnies, mais être extrêmement vigilant pour que les gérants de stations ne se retrouvent pas en difficulté, parce que l'article, je crois que c'est 8 de mémoire ou 7, indique qu'ils peuvent, à leur gré, changer le modèle économique. Donc il faut qu'on soit prêt demain matin pour pouvoir protéger les salariés qui travaillent dans les stations et éviter que les gérants de stations ne perdent leur pouvoir. Voilà, ça m'a poussé à ne pas accepter le signe. On a une impression quand vous vous êtes trouvé, passez-moi l'expression, entre les deux feux, de décolorer les emplois qu'il faut préserver. Oui, d'une manière générale, quand vous avez une analyse politique, vous avez une analyse globale. Donc je n'ai pas voulu fermer mon analyse sur un point, j'ai eu une analyse ouverte. D'ailleurs, je répète, la plupart des députés et sénateurs n'ont pas signé cette déclaration. Et je considère que il fallait absolument aller le plus loin possible en matière de discussion et de dialogue. Chacun dit, t'as dit, il n'y a pas aller loin, t'as dit, il y aller loin. Bon, on verra, mais pour l'instant, l'affaire est conclue en grande partie, puisque à la fois le décret et puis la note de calcul ont été signés. Maintenant, il faut trouver d'autres formes de discussion. Les stations ne peuvent pas rester fermées, quoi. C'est pas possible. Donc il faut ouvrir les stations et puis continuer le dialogue, la discussion technique avec le ministère et les élus martiniquais. Serge Letchimy, merci d'avoir répondu à ces questions. Selon notre formule, je vous laisse le soin de vous exprimer librement à présent sur un sujet ou carrément sur le sujet des carburants. Moi, je veux absolument dépasser ce débat et intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est que nous avons vraiment besoin d'une Martinique, je parle de mon pays, qui puisse assumer une très grande mutation économique. Quand je dis très grande, parce que pour moi c'est essentiel. Soit on reste dans une économie de comptoir. Quand je dis comptoir, je ne suis pas en train de faire référence par rapport à la colonisation. Je fais référence à un concept, c'est-à-dire une économie figée, structurée d'avance, pensée d'avance, avec peu de marge de manœuvre, avec une systématisation des profits. Une société de consommation de masse. Et on bascule vers une société de croissance et de développement et de progrès partagé. Croissance, développement économique, donc il faut développer des filières économiques et de développement partagé. On est dessus à la collectivité régionale. On travaille véritablement très fort sur ça. Je vais prendre un exemple. En matière de mutations énergétiques, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, la Martinique est prise en exemple sur les mutations pour le futur, sur la géothermie, sur l'énergie solaire, sur l'énergie thermique en mer, sur l'éolien, dans une zone non interconnectée qu'on va connecter à la Dominique, à Sainte-Lucie, etc. Donc on est véritablement dans une transition énergétique qui va vers une réglementation thermique Martinique, des diagnostics de performance énergétique Martinique. C'est-à-dire qu'on va réglementer et légiférer sur place. Ça nous permet de construire une filière économique liée aux énergies renouvelables. Bon. Voilà le raisonnement. Mais si nous prenons filière par filière, tant dans l'agriculture, que dans l'énergie, que dans la biodiversité, que dans la pharmacopée, on peut construire une croissance qui permette à chacun de prendre des initiatives économiques et de se réinstaller dans une nouvelle démocratie économique, qui ne soit pas le comptoir, qui ne soit pas l'habitation. Puis quand je dis ça, je m'adresse à tout le monde. Quelle que soit son origine, sa couleur de peau, quelle que soit. Donc ça nécessite ce qu'on appelle un consensus. Et ce consensus-là, il faut pouvoir le faire à tout moment. Et je trouve que, bon, chaque mouvement a son importance, mais il faut quand même faire attention. Il ne faut pas que la Martinique soit dans un système où il faut que le dialogue soit permanent. On a réussi à la collectivité régionale à éteindre beaucoup de conflits, parce qu'on est dans l'anticipation. Il faut être dans l'anticipation pour éviter qu'on bloque, parce que c'est fragile. Mais cette grève-là, j'ai vu des petits restaurants souffrir. J'ai vu des restaurants vides, j'ai vu des gens qui marchent à pied, j'ai vu des gens qui sont affolés, qui ne savent pas quoi faire, etc. Non, il faut absolument cette stabilité-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève, je dis simplement qu'il faut qu'on soit en anticipation. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes cités un exemple. Il y a quelqu'un qui dit bagaille sombre, bagaille noir, panier, tout bagaille pas. Non, c'est faux. On aura le premier transport en commun site propre de la Caraïbe. C'est la Martinique. On a fait voter les premières lois qui
qui aujourd'hui porte reconnaissance de la pharmacopée antillaise. Il y a 17 plantes qui sont validées pour la Martinique, autant pour la Guadeloupe. Nous avons eu la première habilitation avec la Guadeloupe pour légiférer sur la politique énergétique de la Martinique. Et nous avons eu la première habilitation, seule, sans Guadeloupe, sur le transport. C'est nous qui légiférons. Et nous allons avoir cette semaine, dans un combat que je vais mener jeudi certainement dans la loi formation professionnelle, pour avoir la première habilitation pour que la politique de la formation professionnelle et de l'apprentissage soit faite directement, localement, par la Martinique. Nous sommes donc en train de gagner. On a des points extrêmement positifs sur la réduction, la stabilité du chômage. Et nous sommes sous une véritable dynamique de coopération avec le Brésil, avec Sainte-Lucie, avec des pays de la Caraïbe. Donc la Martinique est en train de s'ouvrir à l'extérieur. C'est pour ça que mon message, c'est à la fois un message positif, mais un message d'espérance. Il faut que les Martiniquais soient de plus en plus soudés pour affronter demain. Parce que ce n'est pas hier qui est plus raide, c'est demain qui est plus raide. Merci Serge Letchimy d'avoir été notre invité. C'était 5 questions à Serge Letchimy, député et président de la région Martinique. Rendez-vous prochainement avec un autre invité.